Jean-François Colosimo, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes historien, vous êtes théologien, vous êtes aussi éditeur, vous dirigez depuis 2013 les éditions du CERF. Et on se tourne vers vous aujourd'hui pour comprendre le monde d'après le coronavirus. Donc, on a énormément de questions à vous poser. Vous ne faites pas partie des optimistes qui pensent que le monde d'après sera tout beau, tout rose et qu'il faudra réinventer un monde sans la mondialisation, un monde plus sûr, un monde plus humain. Vous avez déjà, d'ores et déjà, pendant cette crise, beaucoup de réticence, beaucoup de prévention, et vous annoncez peut-être même une guerre, une résistance qu'il faudra mener. D'où vous viennent toutes ces préventions à l'égard du monde d'après? Alors d'abord, je voudrais qu'on ne se méprenne pas. La pandémie du Covid-19 était gravissime. Il a été normal qu'on réagisse à ce risque maximal à l'échelle planétaire. On a le souvenir, il y a un siècle, des 50 millions de morts de la grippe espagnole. Donc mon propos ne porte pas sur, en fait, la capacité de réaction que nous avons montrée, une fois encore, à l'échelle universelle. Et d'ailleurs, encore moins sur cette redécouverte tout à fait bénéfique, là encore, à l'échelle universelle, de la vulnérabilité de l'humanité. Sur tout ça, nous sommes d'accord. Il n'empêche que de graves questions se posent quant à l'idéologie qui a porté ce mouvement. Bon, la première, évidemment, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on a assisté à une radicale mise en cause de la mondialisation. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui prophétisait les dimensions excessivement négatives de la mondialisation ont vu en quelque sorte leurs prédictions réalisées. Mais nous ne nous trompons pas, la crise sanitaire a été mondiale, donc ses effets seront aussi mondialisés et on peut redouter en fait que tous ces facteurs négatifs de la mondialisation n'en ressortent aggravés. Et j'en prendrai pour signe que, alors que nous assistons à l'effondrement des économies, nous voyons dans le même temps un maintien remarquable des marchés financiers. Or, le vrai visage de la globalisation, c'est la financiarisation du monde, vous voyez, c'est-à-dire ce pouvoir de l'argent. D'ailleurs, regardez le rôle que va jouer le crédit dans ce qu'on appelle la relance, et qui nous renvoie tout de même à ce thème très biblique de l'usure. Donc, certains pensent qu'on va avoir une révolution politique, le retour de la frontière. En partie, oui. Certains pensent qu'on va avoir une révolution écologique, la décroissance. En partie, peut-être. Certains pensent qu'on va avoir une révolution spirituelle, la redécouverte de la verticalité, peut-être, de la transcendance, peut-être. En attendant, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette crise a marqué, en fait, une avancée formidable de ce qu'on peut appeler le biopouvoir. Alors justement, venons au biopouvoir. Quelles ont été, durant cette crise, la gestion de cette crise purement sanitaire du coronavirus, les victoires que vous avez enregistrées à mettre au crédit de ce biopouvoir? Alors peut-être on peut commencer par une description rapide du biopouvoir, qui est une théorie très présente chez Michel Foucault. Mais chez Michel Foucault, il y a un idéologue, mais il y a aussi un historien. Et c'est vers l'historien qu'on se tourne. Et puis cette théorie a été très développée aussi par Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien et qui s'est beaucoup interrogé sur les ressorts religieux et le transfert, en fait, du religieux dans le politique. Vous savez, c'est la thèse de Carl Schmitt. Toutes nos grandes idées politiques actuelles ont été un jour, en fait, des notions théologiques que nous avons laïcisées. Donc, le biopouvoir, il apparaît au temps moderne, il apparaît avec les Lumières. La notion de biopouvoir, c'est cette notion très exactement qui fait que la pastoralité universelle que l'Église se donne sur les âmes est transférée à l'État souverain qui, lui, va vouloir réguler les individus par un phénomène d'individuation, par un phénomène de singularisation, n'est-ce pas? Et dans le même temps, va vouloir contrôler les populations. Et ce on va y revenir tout à l'heure, mais vous voyez bien le rôle qu'ont joué les statistiques, d'ailleurs très souvent anxiogènes dans la crise sanitaire. Le fait que ces statistiques sont rapportées à des chiffres qui nous sont parfaitement inconnus, n'est-ce pas? Un nombre de contaminés qu'on ignore, des rapports qui sont
entre les gens en réanimation, les gens à l'hôpital, les gens malades, les porteurs sains, les asymptomatiques, enfin, etc. Mais en même temps, cet outil statistique, il permet quoi? Il permet en fait de dire que la vie au sens de la vie biologique, c'est la norme. Et que cette norme, ce qu'a dit par exemple le Premier ministre, notre premier souci, c'est la santé des Français. Ça peut s'entendre en deux sens. Un souci réaliste, compréhensible, mais d'un autre côté aussi, en fait, une sorte de mainmise de ce critère du biologisme sur les existences. En fait, qu'est-ce que c'est que cette vie qui serait sacralisée en elle-même comme principe déterminant de tout vie biologique? Le fait de ne pas mourir, la vie sans la mort en quelque sorte. Et c'est ça le véritable problème. L'effacement global de la mort se répercute ici. Qu'est-ce que serait cette vie sans la mort qui, en fait, serait une sorte de pure résilience auto-réalisée et qui n'aurait d'autre but qu'elle-même. Vivre, pourquoi? Bon, le pourquoi, c'est la grande question éliminée, évidemment, de nos sociétés. Mais il y a aussi une autre dimension dans cette emprise du biologique, puisque le grand paradigme scientifique d'aujourd'hui, c'est la biologie. On a vu l'effondrement de la logique, on a vu l'effondrement de la physique, et aujourd'hui, on assiste à cet impérium, à cet empire de la biologie. Or, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Walter Benjamin décrit comment, quand on en arrive à faire qu'il n'y a rien de plus sacré que le fait de vivre, en fait, en majorant cette vie humaine, entre gros guillemets, qui serait purement biologique, on en arrive à dégrader l'existence humaine, c'est-à-dire l'existence juste, puisque cette existence humaine, elle est d'un coup totalement dépourvue de tout contenu symbolique en dehors de son utilité. Cette sacralisation, en fait, de la vie biologique, elle entraîne la disqualification de la vie symbolique, de la vie religieuse, de la vie héroïque, de la vie poétique. Ces trois états, n'est-ce pas, qui ont caractérisé tout de même l'humanité au cours de son histoire. Et dans le même temps, en fait, cet impératif pose totalement le fait que tous les préjugés et toutes les prévisions doivent s'effacer devant cet unique bien qui est de vivre, mais de vivre comment? En fait, de survivre. Et vous voyez ce phénomène opérer de manière très claire dans cet oxymore qu'on appelle la guerre humanitaire, qui se propose comme but zéro mort. Vous voyez à quelle contradiction donc on atteint. Si ce n'est que Benjamin le note, et malheureusement l'histoire lui donne raison, c'est que le grand laboratoire de cette conception biologiste, cela va être les totalitarismes, avec le phénomène du camp où le captif, le confiné, est réduit à son critère biologique. C'est ce que Benjamin appelle la vie nue. La vie sans rien d'autre que la vie. Mais qu'est-ce que la vie sans rien d'autre que la vie? Et là, en fait, cette question, évidemment, elle s'est posée indirectement. Encore une fois, il ne s'agit pas de revenir sur le fait qu'il fallait lutter contre le virus. Il ne s'agit pas non plus de penser qu'il y a derrière tout ça un complot. Mais en fait, nous sommes sur une mutation de l'idée de progrès. Le progressisme, jusqu'à aujourd'hui, c'était l'avenir radieux. Aujourd'hui, le progrès, c'est l'application d'un strict fonctionnalisme, en fait, à la sacralisation du biologique. Alors, ce que vous nous annoncez, en fait, vous pointez notamment les reculs, les manques de liberté. Le confinement est une privation de liberté. Peut-être que demain, on en vivra d'autres, puisqu'on a vu la question du tracking, par exemple, s'inviter dans le débat public. Est-ce que ce que vous nous annoncez, c'est un monde où, avec la victoire de ce que vous appelez le biopouvoir, finalement, on devrait renoncer à beaucoup de liberté au nom de la sacralisation du coup de la vie sans sens? Est-ce que c'est votre crainte? Disons que
moi, ce que je note, c'est une avancée de ce biopouvoir, parce que dans en fait, les sociétés démocratiques, le biopouvoir, évidemment, n'a pas de dimension totalitaire, en tout cas immédiatement totalitaire, parce qu'il y a des contre-pouvoirs tout de même. Mais voyez la domination de l'hygiénisme et de la sociobiologie dans ces représentations. En fait, on aboutit assez facilement, assez rapidement à un principe de rentabilité biologique qui fait que l'imposition des règles maximales afin d'assurer les meilleures chances de succès évolutif ou tout simplement de maintien de l'espèce, eh bien, donc, ces dispositions prennent force de loi parce qu'elles correspondent à cet impératif de la réduction à l'existence purement, encore une fois, on va dire biologique, en tout cas, à la fonctionnalité de l'existence. Bon, c'est-à-dire au fait de naître et de mourir et d'entretemps d'entrer dans ce cadre restrictif et coercitif. Dans les sociétés démocratiques, la modification du droit, elle est évidente. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'état d'urgence sanitaire, il est contradictoire. Celui qu'a instauré le gouvernement en France, par exemple. Il est contradictoire, pourquoi? Parce que, par définition, l'état d'urgence est un état d'exception. L'état d'exception marque la primauté de la décision politique en cas de menace et de danger sur toute autre considération. On peut d'ailleurs penser que c'est là l'essence du politique, décider, n'est-ce pas? Et décider, et que c'est la décision du politique qui forme le droit et non pas la décision du politique qui devrait être soumise au droit. Par rapport à ça, qu'est-ce que nous avons vu? C'est que cette loi d'urgence sanitaire, elle a instauré un conseil scientifique. Ce conseil scientifique, il était composé de biologistes, infectiologues, virologues, épidémiologues. Il n'y avait pas d'autres sciences présentes, même pas les sciences humaines. Il n'y avait pas un philosophe, la France n'en manque pas. Il n'y avait pas un éthicien, la France n'en manque pas. Et surtout, il n'y avait pas un épistémologue. L'épistémologie, c'est cette discipline philosophique qui réfléchit sur la manière dont les sciences se construisent, dont elles le font souvent inconsciemment, la manière dont elles sont soumises à leur propre idéologie et la critique qu'il faut porter sur le discours scientifique spontané qui en fait est plein de présupposés qui peuvent se révéler tout à fait dangereux, sans compter évidemment que cette science biologique est totalement dépendante du pouvoir de l'argent, puisque les subventions pour la recherche viennent de laboratoires pharmaceutiques, lesquels représentent dans l'univers mondialisé, en fait, un des meilleurs moles de capitalisation. Donc c'est là où on en a été, et par rapport à ça, en fait, ce qu'il y a de fort, c'est qu'on a assisté, l'expression a été très utilisée, à une sorte de gouvernement médical qui n'avait pour lui aucune légitimité. Il n'avait pas de légitimité populaire, il n'avait pas de légitimité élective, mais il n'avait même pas de légitimité au sens fort scientifique, dans le sens où la science, c'est l'interdisciplinarité. Ou alors, dans ce cas-là, c'est une forme de dictature d'un certain discours scientifique sur les autres. Alors, pour en venir à votre question, évidemment, c'était calamiteux de plaquer sur un état d'urgence sanitaire le discours de guerre qui va dans un état d'exception. C'était calamiteux. D'abord, c'était faux. Pourquoi? Parce que très précisément, en 1917, lorsqu'il y a eu la crise de la grippe espagnole, eh bien, on a tué la grippe espagnole. Elle s'appelle comme ça, tout le monde le sait aujourd'hui, parce que l'Espagne était un pays non engagé dans la Première Guerre mondiale, et donc les journaux espagnols parlaient de cette grippe, alors qu'il était interdit en France à la presse d'en parler, parce qu'on avait affaire avec une vraie guerre. Et cette vraie guerre, elle nous demandait à ce que les usines continuent à tourner. C'est ce qu'a très bien dit le frère Bruno Cadoré, l'ancien maître de l'ordre des Dominicains. On aurait mieux fait d'utiliser le terme de résistance. Parce que cette guerre, elle a entraîné toutes sortes de phénomènes, l'idée de mobilisation, parfois l'idée de propagande. Les médias ont cherché à informer, à s'informer, et tout en informant l'opinion sur toutes ces vastes questions, encore une fois, scientifiques. Mais enfin, le résultat, c'est qu'on a eu quand même
un discours quasiment de propagande, où d'un coup, de la même manière que seule la biologie, seule la santé devait être des principes dominants, il n'y avait plus qu'une seule actualité. Certes, elle était importante, certes, elle était grave, mais il n'y avait plus qu'une, c'était celle du Covid. Et ce discours, en fait, il amène des tas de phénomènes. Par exemple, la distanciation sociale, vous voyez, terme qui a longtemps été préféré à celui beaucoup plus simple de distance physique. La distanciation sociale, c'est un processus. Dans ce processus, évidemment, qui est un processus en fait de la logique d'enfermement, on arrive ensuite à la séquestration protectrice qui, dans le cas des démocraties, demande à être effectivement consentie. Mais vous voyez, vous êtes dans des logiques, en fait. Le mot confinement, confin, au départ, ça veut dire le territoire voisin. Et ça ne veut dire captivité qu'à partir des temps modernes. Donc, dans cette logique d'enfermement, en plus, on est arrivé à ce curieux phénomène qu'il fallait s'auto-accorder à soi-même une autorisation de sortie administrative, ce qui était quand même un paradoxe. Pourquoi? Parce que c'était une intériorisation, en fait, des principes avec un consentement là extrêmement fort et extrêmement négatif. À quoi? À l'auto, en fait, limitation, c'est-à-dire à l'autocensure, quelque part, quand on sait que le problème de l'autocensure, c'est le problème majeur d'un des droits fondamentaux qui s'appelle la liberté d'expression. Mais là, deux droits ont été touchés, évidemment, encore une fois, non sans raison. C'est la manière dont ils ont été en fait affectés qui nous importe ici, la liberté de circulation et la liberté de réunion. Alors, évidemment, dans tout ça, comme à ce primat du biologique, la mort, déjà bien effacée dans nos sociétés, la mort a été, je dirais, là, radicalement bouleversée dans sa signification même. Là, on a des phénomènes qui montrent. Alors, venons justement à la question de la mort, puisque si on reprend votre terme de résistance, il va falloir proposer un contre-modèle. Robert Redeker a consacré un livre au sujet il y a quelques mois, et très récemment, Michel Houellebecq a donné à France Inter une lettre sur le coronavirus qui a été lue à l'antenne, et dans laquelle il explique que contrairement à ce que certains disent, à savoir que le tragique reprend ses droits, l'histoire redevient tragique et qu'on redécouvre la mort, en fait, lui, il pense qu'au contraire, on ne l'a jamais autant caché, notamment celle dans les EHPAD qui a mis beaucoup de temps à être connue. Est-ce que vous croyez, et pardonnez-moi le terme un peu provocateur de cette question, mais qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter la mort pour échapper au totalitarisme du biopouvoir? Évidemment, parce que ce biopouvoir, ultimement, il nie la mort. Ce sont les formules de cette espèce de construction mythico-scientifique qui s'appelle le transhumanisme. Dans l'illimitation du progrès, l'abolition de la mort, c'est l'ultime, n'est-ce pas? Et là, on voit d'ailleurs aussi que c'est un paradigme au départ chrétien, ou judéo-chrétien, ou biblique, qui a été totalement sécularisé et inversé. Alors, oui, évidemment, je suis parfaitement d'accord avec Michel Houellebecq, comme souvent, mais vous voyez les EHPAD, le sort des EHPAD. Bon, dans les EHPAD, vous avez eu un arrangement entre le public qui ne voulait plus gérer ce qu'on appelle le quatrième âge, le privé qui voyait une occasion d'investir, parce que là encore, les EHPAD sont un lieu de capitalisation, et évidemment l'opinion, c'est-à-dire les familles qui étaient déjà tellement, je dirais, abîmées qu'elles se trouvaient dans, ou pensaient être dans l'incapacité de s'occuper de leurs anciens. Mais qu'est-ce qu'on a vu très précisément? C'est que ces EHPAD, qui sont des lieux de confinement délibérés, on coupe une génération entière du reste de la population. On lui réserve un petit camp qui est censé être un camp de vacances, mais qui est aussi un camp mourant. Par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a vu, vous voyez, ce problème du biopouvoir, on a dit, un des indices du biopouvoir, c'est la gestion statistique. Vous avez bien vu, comme tout le monde, comme moi, comme nos auditeurs, que d'une part, pendant très longtemps, on n'a pas pu construire la statistique des EHPAD parce qu'elle était considérée marginale, n'est-ce pas? Et ensuite, on a continué à distinguer la statistique des EHPAD de celle des morts dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Comme si on disait implicitement que mourir à l'hôpital, c'était grave,
et que mourir à l'EHPAD, en quelque sorte, c'était quand même, entre très gros guillemets, un peu normal. Vous voyez? Donc, de ce point de vue-là, évidemment, rupture des générations, ingratitude par rapport à ceux qui ont reconstruit la France après la guerre, mais derrière tout ça, il y a tout de même cette notion d'atteinte à un droit fondamental qui est le droit à la vie. Et dans le droit à la vie, le droit à une fin de vie. Et là, on a vu que nous étions dans non seulement la négligence, mais que nous étions dans une forme d'acceptation muette, au fond, qu'il n'y avait rien à faire. Et alors, ce pouvoir de l'impuissance acceptée, c'est en fait une forme de renoncement à l'humanité. C'est une forme importante de déshumanisation, de barbarie, d'autant plus qu'au même moment, il faut le redire, les soignants, qui avaient été fort oubliés auparavant, eux, luttaient fermement pour inscrire ce droit à la vie à tout prix, au risque de leur propre vie, avec un certain héroïsme. Mais là, d'un coup, vous voyez que ce phénomène formidable, d'un côté, c'est accompagné aussi d'une face cachée de l'autre. C'est ça notre questionnement, encore une fois, n'est-ce pas? Non pas si on a eu tort de faire ce qu'on a fait, mais comment l'a-t-on fait, à quel prix et avec quel inconscient? Alors le deuxième point, vous avez totalement raison, cher Geoffroy, c'est la mort. Cette mort masquée, cette mort dissipée, cette mort qui est tellement désormais un non-événement que l'on voit la crémation grandir en termes de pratique. Là aussi, il y a un arrangement du biopouvoir, ne serait-ce que parce que la gestion des cimetières, au fond, se révèle non seulement coûteuse, mais difficultueuse. Donc, il y a des formes d'encouragement aussi, comme pour les EHPAD, à trouver de fausses solutions à de véritables questions qui nous engagent, toutes et tous. Alors, ces funérailles, évidemment, là aussi, pour la première fois, ce biopouvoir a étendu, je dirais, sa domination, non seulement sur les corps, mais sur les cadavres. Le cadavre est devenu la dépouille du défunt, de la défunte, est devenue interdite aux siens, dans une rupture de l'intimité, mais aussi dans une forme de rupture, là il faut le dire tout de même, c'est un mot dont on abuse beaucoup, anthropologique. Pourquoi? Parce que bon, c'est toute la fausse étymologie, mais très parlante, que humanitas viendrait de humondo, enterrer ses morts. Bon, c'est pas vrai, mais c'est très significatif. Tous les préhistoriens s'accordent pour marquer un des débuts de l'humanité historique aux fouilles qu'ils peuvent faire de lieux de sépulture, de dévotion. Ces lieux de sépulture sont d'ailleurs très étonnants parce qu'on enterre les morts avec ce qu'il y a de plus beau, avec ce qu'il y a de plus neuf en termes d'armes, en termes de bijoux. C'est donc en fait un exercice de la gratuité, n'est-ce pas? Et cet exercice de la gratuité, là, il a totalement disparu et je dirais que même il est devenu, en raison de dispositions de quasi-fosses communes ou de chambres mortuaires communes, extrêmement coûteux pour ceux qui ont eu à l'affronter et qui se sont retrouvés face au désarroi. Ce désarroi de ceux qui n'ont pas pu accompagner leur mort rejoint tout à fait la dimension de climat anxiogène que projette sur la société cette rhétorique de la guerre. Et de la même manière que nous avons des gens qui sont désolidarisés aujourd'hui de la société parce que la société leur a dit non sur leur solidarité la plus fondamentale, la plus intime, celle qui relève de la chair et de la transmission de la vie. De la même manière, ce fameux idéal de santé qu'on nous a proclamé en raison de son caractère anxiogène, en raison de la distanciation sociale, en raison de l'isolement que tout cela provoque dans un sentiment de captivité, va avoir un coût certainement énorme en termes de santé mentale. Voilà donc les effets tout à fait contradictoires. Et je pense que ce qu'il faut bien comprendre, on en est là, c'est que en fait, les religions, les premières, c'est cette affaire des funérailles dans la préhistoire, les religions les premières ont dit que l'homme ne pouvait être réduit à sa condition biologique, que l'humanité se décidait dans le dépassement du biologique, c'est-à-dire dans la culture, dans le culte, lequel donne une culture.
Parce que derrière toute culture, il y a un culte. Quand on efface le culte, il ne faut pas s'étonner de ce que s'effondre la culture. Alors, Et, et si vous me permettez, juste par rapport à ça, évidemment, nous avons vu que les confessions, les dénominations religieuses en France ont joué le jeu, mais elles se retrouvent assez dupes à la fin. Évidemment, ça ne sera pas rien dans l'histoire et la mémoire des croyants, quels qu'ils soient, de n'avoir pas vécu Pessah pour les juifs, Pâques pour les chrétiens, le Ramadan pour les musulmans, bien sûr. Ça va être un événement considérable qui, là aussi, il s'agira de pondérer, n'est-ce pas? Alors justement, venons-en à la question des religions. Quand vous décrivez le biopouvoir, on a le sentiment en fait que vous parlez d'une nouvelle religion qui est en train d'étendre son empire. Est-ce que vous pensez, on a beaucoup parlé ces dernières années de retour du religieux sans vraiment en voir les effets, ou en tout cas pas autant que ce qu'on croyait. Est-ce que vous pensez que la crise du coronavirus et puis ces semaines de confinement peuvent, puisque vous vous intéressez aux ruptures anthropologiques, même si le mot est trop utilisé, peuvent entraîner un changement de rapport aux religions dans la société française? Et puis peut-être, dites-nous un mot aussi de l'affrontement justement entre le gouvernement et les représentants des cultes sur la reprise du culte. On a le sentiment que le gouvernement, peut-être qu'il est l'incarnation du biopouvoir aujourd'hui, a eu beaucoup de mal à comprendre la dimension surnaturelle du culte pour beaucoup de religieux. C'est-à-dire que d'abord, d'une part, nous avons un président de la République qui s'est distingué par le plus grand nombre de discours singuliers adressés à chaque dénomination, je dirais, significative en France, n'est-ce pas? Bon, il a parlé à nos compatriotes de confession juive avec un talent formidable pour décrire, je dirais, l'ABC du judaïsme. Il a fait le même avec les catholiques au Bernardin, avec une sorte un peu de démonstration qu'il maîtrisait parfaitement le catholicisme pour les nuls. Il a fait ça aussi, évidemment, avec les musulmans, les protestants. Et chaque fois, il parle un langage. Et en fait, on voit très bien que derrière cette apparente exaltation des valeurs transcendantes, il y a en fait là aussi un fonctionnalisme qui agit. D'abord, son discours sanctionne en quelque sorte, c'est-à-dire entérine des dérives communautaristes qui pourraient être graves. Et deuxièmement, ce discours aussi se réfère en fait à l'utilité sociale des religions. On a l'impression que le président, dans son espèce de nouveau monde, voit les corps religieux finalement participer de la bonne gouvernance qu'il aimerait bien instaurer, voyez, et qu'elle apporterait leur tribu en échange de quoi elle serait mieux considérée que naguère ou jadis. Ce troc est insensé parce que dans la religion, il y a une puissance toujours d'insurrection et de dissidence. De dissidence et d'insurrection par rapport à quoi? Par rapport à la primauté du biologique. Enfin, c'est-à-dire par là, la religion, c'est toujours une religion du sacrifice. Sacrifice de soi à des pratiques qui semblent insensées aux autres, sacrifice de soi à des dogmes ou à des doctrines qui paraissent insensées aux autres, et sacrifice de soi, dans les meilleures des religions et la meilleure posture, aux autres, au nom justement du fait qu'il y a une forme de priorité de l'autre sur moi, que seules les religions sont capables à la fois d'enseigner et de tenir. Donc là, en fait, vous voyez, je crois qu'on est dans une impasse. Donc effectivement, euh, euh, tous les corps religieux en France ont joué le jeu demandé par le gouvernement. Mais là aussi, il y a une limite. Il y a une limite au-delà de laquelle la religion perd son sens. Le fait religieux, l'instinct de transcendance, la volonté de dépassement, le témoignage de l'altérité perdent tout à fait leur sens. Et certainement, l'Église catholique en tête, pour ce qui est de la France, parce que c'est elle qui dessine, c'est elle l'interlocutrice de l'État, et c'est elle qui, historiquement, dessine, je dirais, les contours des attitudes des autres dénominations religieuses. L'Église catholique a compris, je pense qu'il y avait là tout de même, quelque part à la fin, une forme de duperie que la considération qui était affichée dans les mots n'emportait pas de véritable attention dans les faits. Et là, donc, c'est une des crises qui se profile, puisque l'après-Covid, ce sera évidemment une crise économique, une crise sociale, une crise politique.
et aussi, là oui, une crise spirituelle, mais sur la véritable question de savoir que les religions jamais ne rejoindront le principe d'utilité qui prédomine aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas utilitaires. Les religions existent pour démontrer qu'il y a une puissance du rien que seul peut combler le symbolique. Les religions sont gratuites. Et elles parlent de grâce, d'ailleurs, pour l'essentiel. Merci beaucoup, Jean-François Colosimo. Je rappelle que vous êtes théologien, historien et que vous dirigez les éditions du Cerf. Merci pour cet entretien passionnant que vous nous avez accordé. Merci à vous, cher Geoffroy Lejeune. Merci.